Lorsque des amis partent pour un week-end de spéléologie, ils ne pourraient jamais prévoir qu'ils seraient confrontés à une lutte entre la vie et la mort pour libérer l'un d'entre eux coincé dans un trou. S'engager la tête la première dans un tunnel étroit met 3 vies en danger. Voici l'analyse fatale de l'accident de la grotte du Nid de Buse. 3 amis ont voyagé de Chicago à Cave City, Kentucky, pour une spéléologie le week-end du Memorial Day. Ils ont exploré plusieurs grottes pendant quelques jours, et le dimanche 30 mai, Bill, Kevin et Jim ont entamé leur dernière exploration dans le système de grottes du Nid de Buse. Ils ont débuté la journée par la visite historique organisée par les exploitants de la grotte. La visite commerciale de la grotte, toujours éclairée, offrait surtout des espaces ouverts et une circulation aisée sur tout le parcours. Après quelques heures passées lors de la visite de base, les hommes se sont inscrits à la visite plus avancée, qui comprenait du rampement, des torsions et des passages étroits à travers les galeries en contrebas. La brochure annonçait une spéléologie brute pour les visiteurs audacieux, avec une entrée très étroite nécessitant de ramper. Pour une raison inconnue, cela a changé l'état d'esprit de Kevin. Il a dit à Bill et Jim qu'ils sauteraient la visite et les attendraient à la surface. Ils étaient un peu déçus, mais comprenaient tout à fait que Kevin avait des réserves à propos de celle-ci. Le groupe comprendrait 7 personnes, le guide touristique, Dave, Arden, Jim, Bill et 4 autres inscrits à la visite. Dave a donné des lampes de poche et demandé à chacun de suivre la personne devant et de l'imiter. Il guiderait le groupe dans les passages profonds et les salles en dessous. Bill peinait déjà à franchir certaines fentes étroites des murs et tunnels exigus. Il mesurait 1,88 mètres et pesait plus de 100 kg, ce qui rendait difficile le passage entre les aspérités rocheuses et le fait de se faufiler à travers les fissures étroites des parois de la chambre. Il se sentait anxieux, mais a continué à suivre le guide. Dave Harden avait déjà emprunté ces passages plusieurs fois, donc Bill était certain qu'il pouvait passer, sinon Dave ne l'aurait pas laissé venir. N'est-ce pas ? Après avoir traversé la section effondrée, chaque grimpeur devait descendre dans un trou et ramper de l'autre côté. Il n'y avait que quelques pieds jusqu'au fond où l'on pouvait s'allonger sur le dos et se tirer en avant pour grimper les 8 pieds de l'autre côté. Alors ils sont entrés la tête la première dans le trou sombre. Bill a glissé vers la partie plate et a tourné son corps pour glisser sur le dos vers l'autre côté. Coincé de tous côtés dans ce passage étroit, il aperçut vite la lampe de poche de la personne devant éclairant la sortie. Il a fait glisser son corps à travers et a tendu la main vers les rochers qui dépassaient au-dessus. Il a tordu ses épaules d'un côté et ses hanches de l'autre pour faire passer son corps à travers les saillies irrégulières des rochers. Bras levés, il a allongé son corps pour paraître aussi mince que possible pour un homme de 100 kilos. Il a atteint le sommet du passage en 5 dans le sol. En rampant hors du passage étroit, il se sentit soulagé et exalté d'avoir franchi ce terrain difficile. C'était exactement pour cela qu'il était ici. Mais il se rappela rapidement qu'il devrait repasser par là pour sortir, ce qui lui laissa une angoisse persistante dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Ils suivirent le chemin le long des endroits où ils pouvaient tant marcher librement jusqu'à de petites ouvertures étroites dans le mur. Il fallait ramper sur le ventre, aidé uniquement des orteils. Après être sortis d'un tunnel bas où ils devaient non ramper, ils arrivèrent à une échelle de corde artisanale au bord d'une chute verticale de 45 pieds. Les barreaux en bois fissurés pendaient par endroits. Chaque spéléologue descendait lentement l'échelle, presque en suspension, jusqu'au sol de la pièce suivante. C'était comme descendre en rappel du sommet d'un immeuble de 3 ou 4 étages jusqu'au sol en dessous. Mais dans l'obscurité, les faisceaux des lampes torches en bas se croisèrent dans la zone. Mais ce n'était pas une simple ascension, la corde fragile n'offrant que peu de soutien pour tirer ou pousser. C'était déstabilisant. Après avoir atteint le bas, ils ressentaient l'excitation de l'avoir accompli ensemble. La prochaine échelle de corde était à environ 9 mètres du sol, mais il était difficile de la voir depuis le sommet. Elle s'enroulait autour de rochers, se glissait sous une corniche, puis débouchait dans la grande salle. Après 3 heures d'escalade et de reptation, ils étaient arrivés à l'arrêt final. Les 6 spéléologues pouvaient explorer la zone et les galeries de la grande salle. Dave Harden leur a dit que la visite était un peu en retard et qu'il remontait passer un coup de fil. Il a demandé au groupe de revenir par le même chemin après l'exploration. Bill, Jim et les autres spéléologues débutants ont exploré la grande salle et les galeries voisines. Après environ 30 minutes, ils ont fait demi-tour. Quand Bill a regardé l'échelle de corde dans la grande salle, il s'est senti épuisé et nerveux. C'est une chose de se laisser descendre par une échelle traîtresse et fragile, mais c'en est une autre de devoir la remonter.
surtout quand on était de la taille de Bill. Il monta l'échelle, mais fut soudain submergé par la terreur. Il redescendit et demanda à un autre de passer devant. Lui et Jim ont discuté un peu pour se calmer et voir comment les autres se débrouillaient autour du surplomb rocheux au-dessus. Il a réessayé et atteint la saillie rocheuse, mais les barreaux étaient appuyés contre la roche. Il a tenté d'atteindre plus haut sans réussir à trouver une prise. Il commençait à être fatigué et frustré, alors il est redescendu. D'autres ont avancé et déplacé l'échelle pour l'accessibilité. Finalement, Bill a réessayé une 3e fois. Il a grimpé au-delà du surplomb et a essayé d'atteindre le sommet pour attraper l'échelle au-dessus. Il n'a saisi ni barreau ni le côté de l'échelle. Son poids s'était déplacé et il perdait la maigre prise qu'il avait avec son autre main. Au moment où il s'apprêtait à tenter à nouveau, il se sentit glisser. Son corps de 100 kilos s'écrasa le dos contre la paroi rocheuse, 15 pieds le plus basse. Il tenta de s'arrêter de glisser davantage, mais sentit soudain ce moment de chute libre qui noue l'estomac. Puis tout devint noir. Jim et Troy se précipitèrent pour aider Bill. Il saignait de la tête et reprenait tout juste connaissance après un bref évanouissement. Ce n'était pas bon signe. Il saignait dans cette pièce sombre et froide. Loin de la sortie, certains alpinistes sont sortis chercher le guide pour l'informer de la situation. Près de 19h30, ils avaient de passer la journée à escalader près des grottes. Tous ressentirent que la fatigue et réalisaient qu'il restait encore un long chemin vers la sécurité. Dave et le propriétaire ont choisi de sortir Bill discrètement, sans grandes équipes de secours. Ils avaient commandé des clients dans la zone de loisirs au-dessus et ne voulaient pas provoquer d'alarme. Une fois que Dave est revenu dans la grande salle, il a décidé que Bill était suffisamment en forme pour sortir de la grotte par lui-même. Ensuite, il devra consulter un médecin pour la blessure à la tête. Grâce à l'équipe, ils l'ont fait monter l'échelle de 9 mètres, franchir la corniche et les affleurements rocheux. Ils l'ont assuré avec des cordes, ce qui est la technique appropriée pour grimper des échelles à cordes en hauteur dans des conditions dangereuses. L'assurage est une corde de sécurité fixée au-dessus du grimpeur, assurant qu'une chute sera stoppée par la corde tenue par l'assureur. Cela permet au grimpeur de se réorienter sur l'échelle et de continuer à monter en toute sécurité. Bill, faible, était poussé et tiré par les autres, qui parvinrent à le faire monter les 2 longues échelles. Le groupe a aidé Bill quand il en avait besoin, mais il progressait dans les passages étroits et les escalades. Arrivé à la fissure en 5, il se rappelait les torsions nécessaires pour franchir ce passage étroit. Plusieurs membres du groupe sont passés, dont son ami Jim, qui attendait pour aider Bill à sortir. Après le passage étroit, Troy et Dave étaient derrière Bill, prêts à aider de leur côté si nécessaire. Dave a conseillé à Bill de descendre tête la première pour mieux contrôler son corps et franchir chaque obstacle. Bill a plongé dans le trou et s'est accroché aux marches de roche devant lui. Il s'est abaissé en passant les premières aspérités, mais avec sa blessure et son épuisement, il n'était pas en état de contrôler sa descente. Ses bras ont lâché et il a glissé la tête la première jusqu'au fond du trou, essayant de s'agripper à tout ce qu'il pouvait. Cela a coincé ses bras contre son corps, le rendant totalement impuissant. Un bras écrasé sur son ventre, l'autre inutilement coincé derrière lui. Bill grimaça en tentant de dégager ses mains pour pousser ou tirer. Il était complètement piégé et son propre poids le coinçait de plus en plus profondément dans le trou à chaque minute. Après avoir tenté de se libérer, il dit à Dave qu'il était coincé et immobile. Jim descendit prudemment pour aider, mais ne voyait que sa tête de l'autre côté. Il ne pouvait pas simplement le tirer par la tête pour aggraver sa position. Dave décida de pousser par l'arrière en espérant pouvoir passer la partie la plus étroite, libérant ainsi un de ses bras pour pouvoir terminer la manœuvre. Dave poussa et Bill appuya contre les rochers, mais rien ne se passa. Son léger progrès l'avait en réalité coincé davantage, et sa tête commençait à tourner dans le passage. Dave et Troy essayèrent de chacun d'atteindre le trou pour tirer Bill en arrière, mais il était coincé sans espoir dans cet endroit difficile. La position du trou laissait peu de place aux hommes pour atteindre l'intérieur, et une seule personne pouvait essayer à la fois. Il était maintenant 10h30, 3 heures après la chute de Bill, et il n'y avait toujours aucune aide en route. Les spéléologues, de l'autre côté, sont finalement partis chercher des secours pour Bill, tandis que Jim est resté pour réconforter son ami. Incapable de faire quoi que ce soit pour Bill. Dave et Troy ont réalisé qu'ils étaient en fait piégés à l'intérieur de la grotte froide, le corps de Bill bloquant complètement la seule sortie. Troy était épuisé et effrayé. Il était dans cette grotte depuis près de 7 heures maintenant, et l'idée de rester coincé comme Bill lui pesait lourdement sur l'esprit.
Il n'avait qu'à s'asseoir et attendre. La température dans la grotte était descendue à 6 degrés et il n'était pas habillé correctement pour une période aussi longue. Les pompiers volontaires de Cave City ont été appelés pour un sauvetage. Ils ont immédiatement mobilisé des ressources de sauvetage et un soutien pour le sauvetage en grotte. Alors que les équipes convergeaient vers la grotte, il est vite devenu évident qu'il ne s'agirait pas d'une simple extraction et que chaque minute comptait. Bill était resté la tête en bas pendant plusieurs heures, la poitrine comprimée par la roche dans des conditions d'hypothermie, avec une blessure à la tête qui saignait. Des dizaines de personnes sont venues aider, mais l'espace près de la fissure en 5 était limité. Des évaluations ont montré qu'il ne pouvait pas simplement tirer Bill pour le protéger. Ses bras étaient donc coincés, l'empêchant totalement d'avancer, sauf en reculant ou en retirant la roche bloquant son passage. L'équipe a réussi à passer une corde à Dave à l'intérieur. Il s'est discrètement glissé dans le tunnel avec Bill et a pris du matériel pour les aider à soulever Bill. Ils ont attaché ses jambes et ont essayé de tirer, mais l'effet de levier était complètement mauvais. Leurs efforts faisaient un peu simplement mal à Bill sans le déplacer du tout. Il avait froid et était groggy, avec les bras coincés et les jambes engourdies, à peine capable d'aider de quelque manière que ce soit. Les équipes se sont réunies et ont tenté de dégager les rochers bloquant Bill. C'était risqué, mais ils n'avaient en plus d'option. Seule une personne pouvait passer par la fente en 5 et atteindre maladroitement les rochers près de la tête de Bill pour les casser. C'était risqué pour Bill et pouvait être fatal pour eux deux, en cas d'effondrement. La section était instable et le moindre progrès faisait tomber pierres et débris dans le passage. Bill faisait face à un défi mental incroyable. Il était coincé dans un piège claustrophobe avec des gens tout autour de lui. Sa respiration était difficile et il luttait pour prendre chaque inspiration avec un effort conscient. Des pierres et du sable tombaient haut sur son visage et il ne pouvait rien faire pour se protéger. Il avait envie de crier. Ils avaient embandé sa coupure et placé un masque à oxygène sur son visage, mais il était en hypothermie et la tête en bas. À 1h du matin, Bill n'était plus conscient. Il avait encore un pouls, mais il n'avait pas de solution rapide pour le sortir de là. Près de 200 personnes étaient venues aider à sauver Bill, mais elles n'arrivaient pas à le libérer du piège. À 5h du matin, 7 heures après s'être retrouvé coincé la tête en bas, Bill Coughlin a été déclaré mort. Jim était stupéfait. Une simple journée d'aventure s'était terminée en un cauchemar, une lutte pour sauver son ami. Il ne croyait pas que Bill était parti. Les équipes de Kidd et de secours n'ont pas pu réfléchir à sa disparition tragique car elle faisait encore face à un problème incroyable. 2 hommes étaient en tête coincés de l'autre côté du corps de Bill et ils devaient les sortir. Des couvertures, des chaufferettes, de la nourriture et du café chaud ont été passés par le petit trou près du corps de Bill. Dave a récupéré des provisions sur le corps du spéléologue décédé pour survivre avec Troy en attendant les secours. Au cours des 8 heures suivantes, des méthodes indescriptibles ont été utilisées pour retirer le corps de Bill. Le médecin légiste a ensuite affirmé que les méthodes employées pour retirer le corps n'étaient pas possibles sur une victime vivante. Vers 1h de l'après-midi, le lundi, Dave et Troy ont été libérés après plus de 20 heures passées à des températures de 40 degrés. Des questions ont rapidement commencé à surgir sur la façon dont cela s'était produit et sur qui était à blâmer. Clairement, Bill, Troy et Jim étaient des novices, jamais allés dans la grotte. Ils ignoraient les défis auxquels ils seraient confrontés. L'enquête du coroner a conclu que l'exploitant des grottes et le guide Dave Hardin étaient un responsable. Il aurait fallu plus de matériel de sécurité pour éviter la chute. Bill aurait aussi dû recevoir des soins avant d'être déplacé. Et une équipe de secours spéléologique formée aurait pu aider à l'évacuation pour éviter la descente la tête la première, ce qui s'est avéré fatal. La cause officielle du décès était une asphyxie compressive et positionnelle. La famille de Bill Coughlin a poursuivi l'opérateur et le guide pour négligence. L'affaire a été réglée pour une somme confidentielle. La mort d'un spéléologue amateur rappelle le danger de suivre des guides touristiques présentés comme experts,